Bonjour Amanda Lear. Bonjour. Je déteste la modération, vive l'exagération. C'est l'une des citations de ce bouquin qui s'appelle Délire, publié au Cherche Midi. Ça vous ressemble tellement. Mais oui, c'est tellement ennuyeux, la modération. Oh là là, non, non. Je pense que de plus en plus, on va redécouvrir justement l'outrance, l'exagération. Dans la mode aussi, dans la mode, dans le spectacle, dans la musique, dans les films. Dans tout. On ose de plus en plus, alors qu'avant, on était toujours un peu dans la retenue, le correct. Ouais. S'il y a une chose que je déteste, c'est le politiquement correct. Vous dites ça d'ailleurs, vous détestez le politiquement correct. Oui, attendez. Ça vous insupporte. Mais oui, le consensus, il faut tout le temps dire c'est bien, tout ça, pas vexer les gens. Moi, je dis ce que je pense. Alors évidemment, bon, ça fait rire un petit peu, heureusement. Mais s'il y a beaucoup de gens qui se vexent, ils disent « Oh là, quand même, elle exagère, Amanda, elle dit ça. » Ben oui, je suis désolé, moi, je dis... Il y a beaucoup d'autodérision, il y a beaucoup de vous. Ouais, parce que vous dites aussi d'ailleurs, on essaie de me qualifier. Alors on dit quoi? Chanteuse, comédienne, animatrice. Vous dites, au fond, on va me résumer, les gens aiment bien vous coller une étiquette. Oui. Voilà. On aime bien dire qu'est-ce qu'elle fait celle-là. Alors quoi, elle chante, elle présente des télés. Qu'est-ce qu'elle fait exactement? Alors je dis un peu de tout. J'aime peindre, regardez Jean Cocteau. Jean Cocteau, il était poète, metteur en scène, dessinateur. Alors on me dit oui, mais enfin Jean Cocteau, c'était un génie. Ah pardon, excusez-moi. Comment vous n'êtes pas un génie? Voilà, donc moi j'ai Amanda, pas le droit. Mais moi je veux dire que tous les artistes qui ont envie de s'exprimer, parce que c'est un besoin qu'on a de s'exprimer, ben, il y a plein de moyens à disposition. La télé, la peinture, le cinéma, la chanson. Donc on s'en sert pour communiquer. Vous êtes peintre aussi d'ailleurs, on pourrait le dire. Plein de choses comme ça. Bah, ça me sert à communiquer avec les gens. Parce que ça, si j'avais pas ça, comment je communiquerais avec les gens? En parlant. Je suis pas trop dans le monologue, moi. Oui, vous dites un jour, il faudra déterrer, on pourra connaître mon âge au carbone 14. Carbone 14, comme le Saint-Suaire, voilà. Comme le Saint-Suaire. Oui, vous n'avez pas d'âge, hein, Amanda. Il y a longtemps que j'ai fait une croix dessus. Vous savez, en fait, mon anniversaire, c'est la semaine prochaine, et le premier qui me le souhaite, je lui quand même pas dans la gueule. Parce que c'est fini tout ça depuis longtemps. Vous dites, au fond, vous avez vu un jour un magazine qui disait, au fond, qui est véritablement Amanda Lear? Oui. Vous dites, moi j'ai toujours cultivé une certaine ambiguïté, qui non, mais je Amanda suis... Lear, c'est celle que je vois à l'écran, à la télé. C'est pas moi. Je vois une artiste qui s'est créé un rôle, qui joue un rôle, en fait, un personnage. Mais c'est pas moi. Moi, je suis celle qui suis chez moi avec mes chats, mes oliviers, dans ma cuisine. Voilà, c'est tout. En revanche, là, je pense que tous les artistes sont comme moi. Il y a une schizophrénie, vous savez, entre les deux. Il y a un personnage public et puis un personnage privé. Et le personnage public, souvent, moi, je ne l'aime pas du tout. Hein. Je la trouve parfois un peu ridicule, exagérée, etc. Mais enfin, ça, c'est Amanda Lear. Voilà. Oui, c'est vous, c'est vous. Mais vous dites aussi, il y a eu des rumeurs toute ma vie. Oh là là, mon je pauvre cultive mon genre. On va dire, je n'ai pas choisi de genre, mais vous dites, au fond, même si je pose nu, je pose nu dans Playboy, et ça continue quand même la rumeur. Oui, j'aurais peut-être pas dû poser nu dans Playboy. C'était des belles photos, on ne regrette pas. Oui. Mais ça me sert beaucoup, vous savez, c'est merveilleux. C'est Oscar Wilde qui disait qu'on parle en bien, en mal, on s'en fout pourvu qu'on en parle. Donc plus on parle de moi, plus on vend des disques, plus on vend des livres. Et ça, c'est important dans le métier que je fais. C'est très important, à part votre travail, c'est aussi qu'on en parle. Parce que si on parle pas de moi, personne s'y intéresse. Donc ça sert beaucoup de se faire de la pub bonne, mauvaise, de bon goût, de mauvais goût, on s'en fout. L'essentiel, c'est qu'on parle mais cette ambiguïté, vous dites, c'est Dali qui vous a dit, vas-y, fonce, Dali, parce que ça va faire vendre des disques. Vous savez, Dali, c'était le roi des publicitaires. Être avec Dali, c'était aller à l'école. C'est vrai, c'est une école. Je le regardais faire, je disais, mais c'est pas possible. Mais comment il fait pour réussir à chaque fois de s'imposer, de faire parler de lui, etc. Et j'ai appris avec Dali, évidemment, tout ça. La provoque, etc. Ça vient de Dali. Oui, mais c'est incroyable. J'ai beaucoup appris avec lui. Vous racontez un jour, il vend un poil de sa moustache à Yoko Ono. Oui, je dis ça dans le livre parce que c'est vraiment une anecdote assez rigolote. Il était très superstitieux, vous savez. Et comme tous les gens superstitieux, il croyait que les rognures d'ongles et les poils, etc., on pouvait jeter des sorts. Donc, il fallait jamais donner à personne ses rognures d'ongles ou ses cheveux. Et quand Yoko Ono a voulu acheter un poil de sa moustache, 5 000 $ quand même, il a dit non, c'est une sorcière, elle va me jeter des mauvais sorts, je ne vais pas lui donner un poil de sa moustache, mais quand même 5 000 $, c'est 5 000 $. Et donc, il m'a envoyé au fond du jardin cueillir une herbe toute séchée, c'était au mois d'août, là-bas à Cadaqués, et j'ai pris cette herbe qui était noire, toute séchée par le soleil, il l'a mise dans un bel écrin, et il l'a vendue à Yoko Ono 5 000 $. Ah ouais.
Non mais c'est incroyable. Alors la première fois où vous le rencontrez, il est charmant. Il vous dit ah Amanda, vous avez une belle tête de mort. Oui, d'après Ça, lui c'est gentil ça. Oui non, oui. D'après lui c'était un compliment. Un compliment, oui. Enfin d'après moi c'était pas du tout un compliment. Moi j'ai dit non aux têtes de mort toi-même. Oui bah oui. Il y a non quoi, ça m'a beaucoup vexé. Mais c'est vrai qu'à l'époque moi j'ai toujours été très mince. Alors j'avais déjà des pommettes, tout ça, le petit nez. Donc ça faisait un peu tête de mort parce que je défilais pour Paco Rabanne. J'étais maigre, mais maigre. Maintenant je suis grosse, mais à l'époque j'étais vraiment maigre. Et donc Dali aimait ça. Il disait il faut avoir un squelette de bonne qualité. Voilà. C'est merveilleux. C'est pour ça qu'il aimait les écrevisses. Et puis Gala, qui est donc sa compagne. C'était ma meilleure amie. C'était votre meilleure amie. Un jour, elle vous dit ah ben viens, on va acheter alors, je vais le dire, des culottes ensemble, parce que comme ça va faire plaisir. Tout ce qui fait plaisir à Dali me fait plaisir. Non, ça c'est pas Gala. Non, Gala, elle m'a accepté dans son couple parce qu'elle a dit vous plaisez à mon mari, il a besoin d'une femme plus jeune pour le stimuler, pour l'inspirer. Bienvenue. Non, l'autre femme à qui j'ai expérimenté ça, c'était la femme de David Bowie. Ah oui, alors, oui. Alors ça, c'est une autre histoire. David Bowie aussi. Oui, parce que vous savez, les bons hommes, ils vous draguent et souvent, ils oublient de vous dire qu'ils sont mariés. Ouais. On s'en aperçoit qu'après. Et donc, ce n'est qu'après avoir passé plusieurs nuits avec David Bowie qu'il m'a dit, mais tu sais, je suis marié. Ah bon? Ah, je ne savais pas. Et donc, sa femme m'a appelé un jour, elle m'a dit, est-ce que vous pouvez passer mon mari? Et là, je suis tombé des nues, je ne savais pas. Mais on est devenus copines, Oui, mais Bowie vous dit, c'est pas du tout mon genre. Vous dites, moi j'aimais les guitaristes avec des longs cheveux, et je me suis retrouvé avec un type rouquin comme ça, avec la coiffure de Régine, et c'est vrai que c'était maquillé, vous dites, ça tachait les draps. Vous dites, ça tachait les draps. Hein. C'était pas trop mon idéal de beauté, mais il me fascinait parce qu'il était tellement créatif, tellement spécial. C'est ça qui me fascinait. Mais physiquement, c'est vrai. Alors en plus, à l'époque, tous les garçons se maquillaient, tous les groupes de rock, Alice Cooper, Kiss, tout ça, c'était la grande époque où ils se maquillaient. Et le problème des mecs, c'est qu'ils se démaquillent pas. Nous, les filles, on se démaquille le soir, on se met une crème et tout ça. Les mecs se démaquillent pas. Alors donc, ils rentrent, ils vous salopent l'oreiller. Et c'est très désagréable. Oui, c'est ça. Il vous avait découvert là. On peut le montrer. Hein. Il est tombé c'est amoureux. C'est la pochette de Roxy Music de Brian Ferry. Il n'est pas tombé amoureux. C'est vous, là, voilà. Il est tombé amoureux de cette femme sur la pochette de Roxy Music. Il a dit cette fille, elle est géniale, je veux la rencontrer. Mais il n'est pas tombé amoureux de moi. Il est tombé amoureux d'une photo. Oui. Ah, oui. Bien réfléchir à ça. Oui, mais vous étiez tombée amoureuse de Brian Ferry. Vous avez encore une belle histoire. Non, Brian... Une courte histoire avec Brian Ferry. Oui, parce que Brian était un garçon exquis, enfin, il l'est toujours d'ailleurs. C'est un garçon exquis et qui avait fait les Beaux-Arts comme moi, et il adorait la peinture, il adorait les Beaux-Arts. Là, c'est pas Brian Ferry du tout derrière. Non, là, c'est Brian On va en parler après. Et un jour, je vais chez Brian Ferry, et il avait un grand piano blanc, et sur le piano, il y avait une photo encadrée de Kim Novak. Et comme moi, j'adorais Hitchcock, Sueur froide, vous savez, Vertigo et Kim Novak, donc on a trouvé ce point en commun, et il a dit, cette pochette de disque, je veux que vous soyez Hitchcockienne, c'est-à-dire une créature de Hitchcock, blonde, un petit peu mystérieuse, avec une panthère en laisse, et ça démarrait comme ça. Ouais. Donc il a créé ce personnage, très avant-garde, parce qu'à l'époque, on n'avait pas ce look cuir noir, talons aiguilles, etc. Et David Bowie est tombé amoureux de ce personnage. C'est incroyable. Hein. Alors, je ne sais pas si on peut entendre... Après, les trucs s'enchaînent comme ça. Il y a une chanson qui est presque aphrodisiaque pour le président des États-Unis. Ah non. Oh mais si, on va le dire. On va l'entendre, cette chanson de vous. Parce que vous faites une révélation dans ce livre avant d'aller lire. Vous dites quoi alors? Écoutez cette chanson d'abord, écoutez ça. Mais ça, c'était un de mes plus grands succès, c'était Follow Me. Écoutez. Marlène, vous voyez Marlène, la blonde à la voix grave, comme ça, dans un cabaret, qui fume à Berlin. Et donc, ils ont voulu recréer ça en me faisant faire cet album. Et un soir, je dîne avec Ivana Trump, et Ivana me dit, ah, mais vous avez... L'ex-femme de Donald. Qui était l'ex de Donald. Et elle me dit, mais à l'époque, nous, on était très fans, on adorait ce disque quand il est sorti aux États-Unis. Donald écoutait justement cette chanson. Maintenant, de là à dire qu'il lui sautait dessus, je ne sais pas. Mais disons que, ça le mettait en forme. Non, mais vous êtes plus précise dans le livre. Vous dites, au fond, elle avait besoin d'entendre cette chanson pour que Donald soit en forme. Pour être en forme, voilà. Je n'en dis pas au moment d'aller se coucher ensemble. Écoutez, je n'étais pas sur place pour vérifier, mais paraît-il que cette chanson les mettait dans l'ambiance. Voilà, mais ça ne l'a pas empêché de divorcer. Mais écoutez, Follow Me. Oh, on l'a perdu. Oui, Follow Me. Ah, ça, c'était un bon titre. Hein.
C'est vrai, vous savez que c'est pas très disco si on y pense. Non, c'est pas disco. Ça Le ressemble disco, plutôt à du c'était Bowie. vraiment Hein. boum, boum, Oui, boum. oui, oui, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Alors, vous racontez des choses dans ce livre incroyables, parce que évidemment, Dali, on en parlait, mais quand Dali contacte Picasso, ça, quand même, c'est très drôle. Oui, c'est très drôle. Mais De c'est quoi moi- parle-t-il? Mais c'est-à-dire que Parle-t-il moi, au d'œuvres départ, d'art? je n'aimais pas du tout la peinture de Dali. J'adorais Picasso. Donc, je me suis dit, si un jour j'ai l'occasion de rencontrer Picasso, c'est sûr que je largue Dali direct. Et ça s'est trouvé quand on s'est trouvé à Cannes, parce que Dali prenait le bateau, il prenait jamais l'avion pour aller à New York. Et quand on était à Cannes, Dali a dit, tiens, on va appeler Picasso. Donc, il a téléphoné à Picasso qui habitait en haut de Cannes. Et moi, j'écoutais la conversation. Et je me suis dit, waouh, deux génies de la peinture, deux génies universels, ils vont parler de peinture, il va lui dire qu'est-ce que tu penses d'Andy Warhol, qu'est-ce que tu penses de Jackson, je sais pas. Eh bien, ils n'ont parlé que de cul. C'est toi. Ils n'ont Non, parlé que de pas sexe, vrai. et toi, Il ça disait, marche il disait, oui, toi, encore. tu as la prostate, c'est ça? Alors, l'autre disait, ah ben non, moi, tu sais, maintenant, j'ai des problèmes de prostate. Enfin, j'étais effondré parce que j'écoutais ces deux merveilleux peintres qui parlaient de tout sauf de peinture. Ouais, il était vraiment sympa. Dali, quand vous vous mariez, il vous envoie une couronne mortuaire. Ah, ça, c'est vraiment un homme charmant, hein? Il m'a dit, vous allez être très malheureuse avec ce garçon. Ce n'est pas vrai, je n'ai pas été malheureuse, mais c'est vrai qu'il y a eu une petite pointe de jalousie. Il n'avait pas imaginé une seconde que j'allais le laisser tomber et épouser quelqu'un d'autre. Je suis resté quand même avec lui 16 ans, 17 ans. Mais Ouais. sa femme, Gala, vous voyez, qui était beaucoup plus âgée que lui, elle avait 12 ans de plus que lui, quand elle s'est sentie vieillir, elle m'a prise à part, elle m'a dit, promettez-moi de vous occuper de Dali après ma mort. Et ça, malheureusement, comme je me suis marié, ils l'ont très mal pris. Ils ont vu ça un peu comme une trahison. Ouais, on a vu un visage tout à l'heure derrière sur la photo. C'est Brian Jones. Je voudrais Brian qu'on dise Jones quand même, qui est- et surtout qu'on écoute quelque chose. Écoutez ça, Amanda. Miss Amanda Jones, oui, ça c'est Miss Amanda Jones. And down she goes, a little Miss Amanda Jones. Les paroles sont pas très C'est un sympas. album qui s'appelait Between the Buttons. C'était les Rolling Stones et la chanson C'était les s'appelle Rolling Miss Amanda Jones. Voilà, C'est- exactement, c'est parce que vous, Brian, Amanda. Brian est venu habiter chez moi pendant quelques temps. Il était un peu paumé. Vous savez, quand il s'est séparé du groupe, ça s'est très mal passé. Et donc, il était un peu Vous avez paumé. encore eu une relation avec Brian. Ben moi, à l'époque, vous savez, j'étais très attirée par tout ce qui était musique. Aujourd'hui, les filles sont attirées par les footballeurs. Vous avez remarqué, elles sont toutes Oui. amoureuses de footballeurs. Moi, à mon époque, c'était surtout les guitaristes. Voilà, Ouais. dès qu'un mec avait des cheveux longs et une guitare, Vous on n'avez pas les était... cheveux tellement longs, mais il était. Ah, oui. mais on était amoureuses, on trouvait que c'était génial. Et puis, il y en avait des beaux. Il y avait Led Zeppelin, il y avait Mick Jagger, tout ça, c'était des beaux garçons. Et donc, voilà, on était toutes plus ou moins groupies, amoureuses de tous ces groupes-là. Donc, j'en ai connu quelques-uns. Ouais, c'est donc vrai. vous avez une relation avec Brian Jones. Vous dites, c'était un relation peu, avec Brian c'était un peu Jones. sa maman. C'est ça qui fait que ça n'a pas Ben, marché. tous, vous voyez, ils cherchent. Une fille comme moi qui suis plutôt les pieds sur terre, bien équilibrée et tout, ça doit leur rappeler un peu leur maman. C'est-à-dire ils cherchent à se faire materner. Voilà. Comme ils sont un peu paumés, ils ne sont pas capables tout seuls d'organiser leur vie, alors ils ont besoin d'une fille qui soit plus organisée et qui les contrôle un petit peu. Oui, c'est drôle vraiment, Amanda, parce que là, vous avez une autodérision sur vous dans ce livre. C'est étonnant. savez, Comment vous aimez vous Moi, moquer de vous-même. j'accepte qu'on se moque de moi Ouais. parce que comme je suis très moqueuse, d'ailleurs, en ce livre, il y a plein de vannes rigolotes, etc., parce que je me moque un peu de tout. Mais la règle numéro 1, c'est qu'il faut accepter qu'on se moque de moi. Mais aussi. oui. Ça, c'est la règle Oui, numéro 1. vous dites, par exemple, j'ai lu quelque part, on me compare à Brigitte Macron. On dit que j'ai la même tête. C'est vrai, on me dit C'est ça vrai, souvent. ça. Attendez, quand même, bon, ça. Non, mais c'est pas parce qu'elle est attendez, on va blonde, comparer. Je ne sais pas si on a la photo de Brigitte, mais est-ce que vraiment vous ressemblez à Brigitte Macron? Moi, personnellement, je trouve pas, mais c'est vrai que peut-être de loin, blonde, avec une grande bouche, un petit nez, peut-être, je sais pas. Mais enfin, Brigitte n'a pas ma taille, elle est beaucoup plus petite, elle est toujours très bronzée. Moi, je suis plutôt, je ne mets pas au soleil, donc moi, je trouve pas. Mais enfin, bon. Pourquoi pas? Je préfère ressembler à Brigitte Oui. Macron qu'à ressembler à... Tante Yvonne. À Yvonne de Gaulle, voilà. C'est ça que vous dites dans le livre. Hein. Alors vraiment, là, on vous a sauvé. Hein. Mais vraiment, votre vie est incroyable, Amanda. Hein. Tellement de rencontres, tellement de Ben, rires. j'espère que c'est pas fini, vous savez. Ouais. Moi, de toute façon, je crois beaucoup au destin. Tout ça est écrit là-haut, quelque part, donc je ne force rien, je laisse faire. Je me dis que peut-être en sortant là, aujourd'hui, de votre studio, je vais croiser Woody Allen, là, en bas de l'escalier. On sait
sais pas. C'est comme ça. Ce sont des rencontres qui ont forgé toute ma carrière et je laisse faire. Je n'ai jamais couché pour arriver, je suis arrivé pour pouvoir coucher. Bah oui, parce que Ça, aujourd'hui, avec ce fameux mouvement MeToo, on parle que de ça. Pour arriver, il faut coucher avec des producteurs. Moi, c'est vraiment le contraire. Je me suis rendu compte que quand on est arrivé à être célèbre, ça aide beaucoup. Oui. Ah, quand on veut draguer quelqu'un, ça aide. Oui. Le fait qu'on vous voit sur une couverture d'un journal, tout de suite, on oublie tout, vos rides, votre âge, etc. C'est formidable. Oui. Et au fond, ça serait quoi votre épitaphe? Vous dites à un moment, Amanda, c'est quoi? Oui, mon épitaphe, voilà, c'est l'épitaphe des femmes dépressives qui dépensent tout leur argent. C'est mon épitaphe, quand je serai morte, on m'écrira « No more shopping », plus de shopping. Ouais. Parce que les femmes dépressives, vous leur prenez la carte de crédit et elles dépensent. Elles dépensent parce qu'on croit que on va se sentir mieux si on achète un sac à main, une paire de chaussures, etc. Malheureusement, je suis un petit peu comme ça. Donc moi, il faut me confisquer tous les matins ma carte de crédit et on me la rendra le soir. On voit la pochette de I Am a Photograph, là, un de vos albums. Vous dites, au fond, je suis une photo, je n'existe pas. Voilà. Je suis... Qui est Amanda Lear? Et vous dites, moi-même, je ne le sais pas. Comme David Bowie est tombé amoureux d'une photo, en fait, j'ai dit, je suis une photo. Voilà. Je suis une illusion. Je suis comme tous les mannequins. Vous savez, une illusion, c'est un mannequin, c'est un porte-manteau, on imagine ce qu'on veut. Et donc, c'est un petit peu ça, c'est une illusion. Et c'est très frustrant parce qu'on a envie que les gens découvrent qui vous êtes vraiment. Alors, le théâtre, pour ça, m'a aidé. Parce qu'au théâtre, on me voit en chair et en os, mal éclairé, sur scène. Mais là, vraiment, on voit mon travail. Mais sur la photo, c'est vrai que les photos, en plus, elles sont retouchées, elles sont embellis. Ouais. Il y a même des gens qui sont retouchés. Vous dites un jour, on va les déterrer, on verra leur squelette et puis on verra les prothèses intactes à côté du squelette. J'ai beaucoup de copines, si on les déterre dans 200 ou 300 ans, il n'y aura plus rien, le squelette aura disparu, on verra 2 prothèses dans le cercueil. Ah oui, ça c'est terrible, hein. De plus en plus. Non, moi je suis un peu contre le plastique. Je dois dire que notre ennemi numéro 1 pour la planète, c'est le plastique. Et je suis anti-plastique. Et vous savez qu'il y en a partout. Partout. Ça, c'est en plastique. Tout est en plastique. Les gens ne me parlent jamais de musique. Ils sont trop occupés à regarder mes jambes. Sacré Amanda. Hein. Mais vous savez, quand je faisais du disco, évidemment, je me suis un petit peu... J'ai modelé mon personnage un peu sur les personnages des bandes dessinées. Vous vous rappelez, à l'époque, il y avait Barbarella, il y avait Bravda. C'était des bandes dessinées, il y avait des filles incroyables, en collant, avec plein de cheveux, avec des bottes et tout. Et j'ai voulu ressembler un peu à ça. Alors évidemment, les gens regardaient plutôt ma silhouette. Ils se foutaient éperdument de ce que je chantais. Et c'est un petit peu frustrant, parce que je dis, attendez, c'est moi qui ai écrit les textes, là, donc écoutez quand même. Mais on regardait mes jambes plutôt. Ouais, et qui était pas mal, d'ailleurs. Fellini, vous vouliez tourner avec lui, il ne regardait pas vos jambes, il vous a dit, vous ne ferez pas l'affaire, madame. Fellini, justement, il m'a regardé et il m'a dit, vous êtes pas du tout ce que je cherche. Mais alors, pas du tout. Je cherche une géante avec 3 seins, je cherche une naine qui pèse 400 kilos. J'ai pas besoin d'une jolie fille, mannequin, maigrichonne. En plus, il m'a trouvé maigrichonne. Il m'a dit, allez, mange. Il m'a amené manger. Il m'a fait manger pasta, mange. Et il m'a dit, reviens me voir quand tu seras moche. C'est-à-dire que maintenant, je pourrais y aller, mais il est mort. Voilà. Allez, un mot qui résume tout ça, délire. C'est le titre du livre. Vous avez compris qu'il y a un jeu de mots quand même. Délire. Ah oui, délire. Effectivement, vous avez raison, Amanda. Je suis effondré. Délire. Mais il y a quand même qu'un truc, vous dites, je ne peux pas me marier parce que Monsieur Lear, ça serait bizarre pour lui. De toute façon, c'est très frustrant. Le mari de la vedette, vous savez, c'est pas un rôle sympa. Parce qu'il est là dans la loge pendant que vous êtes sur scène, et lui, il est là en train de fumer sa cigarette dans la loge, et il y a toujours des gens qui disent, et vous, monsieur, vous êtes qui? Qu'est-ce que vous faites? Je suis Monsieur Lear. Voilà, c'est moi le mari de la vedette. C'est pas un rôle très sympathique. C'est pour ça que je préfère ne pas me marier, je reste seul avec mes chats, je vis avec 10 chats. Oui. Le message est entendu là, personne ne peut vous demander en mariage. C'est pas la peine, parce que ça ne m'intéresse pas. Voilà, message bien envoyé. Amanda Lear était notre invitée aujourd'hui, ça s'appelle Délire, vous aviez tous compris, c'est publié au Cherche Midi. C'est surtout un bouquin pour les fêtes, là, ça fait rigoler. Il y a plein. Toutes ces vannes idiotes que j'ai dites. On peut en prendre une page au hasard. Oui, à chaque page, il y a une vanne. Écrite comme ça. Parler avec les morts, c'est un peu comme discuter avec un journaliste people. Oui, là, vous savez bien ce que c'est. Hein. Et puis je dis aussi, mon secret de beauté, c'est de m'asseoir à côté d'une moche. Merci beaucoup. Amanda Lear était avec nous aujourd'hui. Merci Amanda.